Celio. Si au théâtre l'image du romantisme avait un personnage, ce serait sûrement celui-là. Attention, quand je dis romantisme, je ne parle évidemment pas de celui dont on parle dans le langage courant, mais bien du romantisme littéraire, où tous les sentiments de ce jeune homme nous submergent, tel un raz-de-marée. Mais le romantisme dans cette pièce cache bien d'autres mots que celui de Celio. La pièce se déroule pendant le carnaval de Naples, et le détail a son importance, car au carnaval, tout le monde est masqué, et l'esprit de la fête va camoufler et se mêler au drame qui va l'emporter. Je vous propose maintenant de découvrir l'histoire des caprices de Marianne. L'histoire commence lorsque Ciota, une vieille domestique, tente d'approcher la très belle Marianne. Son message est clair, Celio, un beau garçon d'une noble famille, est éperdument tombé amoureux d'elle. C'est beau, hein? Oui, mais Marianne s'en tape complètement d'un type qu'elle n'a jamais vu, donc elle renvoie la vieille et part. Ciota explique la situation à Celio et presse ce dernier de se barrer car voici le mari de Marianne, Claudio, qui débarque avec son valet, Tibia. Claudio est suspicieux. Il soupçonne sa femme de le tromper. Son valet la rassure en lui disant qu'elle ne sort de chez elle que pour aller à la messe et qu'en aucun cas celle-ci n'a d'amant. Cet argument ne passe pas pour le vieux Claudio qui entend en permanence des chansons sous les fenêtres de la chambre de Marianne. Il décide donc d'engager un spadassin, c'est-à-dire un tueur à gages, qui aura pour but de tuer tout homme s'introduisant chez eux. Ah, l'amour. Et puis il se casse. Celio revient désespéré, prêt à mourir quand tout à coup... Deus ex... Non, je déconne. Son ami Octave débarque complètement bourré. Alors Octave, c'est tout l'inverse de Celio. C'est un libertin, séducteur et confiant en lui, qui ne s'attache pas aux femmes et aime le bon vin. Bref, c'est le bon vivant par excellence. Et en plus de cela, il se trouve qu'il est le cousin de Claudio, donc le plus apte à pouvoir s'approcher de Marianne. Celio lui explique la situation en long, en large et en travers. Celui-ci ne renoncera jamais et s'il ne peut obtenir Marianne, il se suicidera. La base. Moi je dis la grande classe. Le romantisme par excellence. Ah, et on apprend aussi que c'est lui-même qui n'arrête pas d'envoyer des musiciens sous la fenêtre depuis 1 mois. Et qu'il a même arrêté de travailler. La fixette quoi. Du coup, en bon pote, Octave accepte de l'aider et part retrouver Marianne, qui justement passait par là. Et il n'obtient pas plus de réussite que Ciota. Nous retrouvons donc Celio chez lui avec sa mère. Celle-ci s'inquiète de la crise d'ado de son fils. On peut dire ça. Puis comme toute bonne mère, elle prédit, sans le faire exprès, la mort de son fils dans une histoire quasiment similaire à celle de la pièce, où elle serait une Marianne, son père serait un Octave, et un autre plouc, meilleur ami de son père, se serait suicidé d'amour pour elle de plusieurs coups d'épée. Ouais, la violence. Mais enfin, cette prédiction n'est connue que de ceux qui connaissent déjà l'histoire de la pièce, donc à ce moment-là, aucun spectateur ne se doute de rien. Et normalement. Acte 2. Celio est désespéré et le fait savoir à Octave. Il va mourir sous peu si rien n'est fait. Marianne entre et semble plus ouverte à la discussion. Bien que celle-ci soit élégamment tournée autour de la vocation des femmes à devoir aimer l'homme qu'on leur imposera sans donner leur avis, Octave rate une nouvelle fois sa mission, mais croise son vieux cousin qu'il déteste et nous offre une scène digne des plus grands rap contenders et lui interdit au passage de reparler à Marianne. Puis il recroise Marianne, mais là la conversation tourne autour de la comparaison entre une bouteille de vin et une femme. Et Marianne en serait une bouteille sans saveur. Après une violente engueulade entre Marianne et son jaloux de mari, celle-ci décide contre toute attente de chercher consolation avec Octave. Elle lui donnera son écharpe et l'invitera implicitement chez elle à la nuit tombée pour se venger de son mari. Choisissez dans vos amis un mari digne de moi, envoyez-le-moi Octave. Et même si Octave n'est pas insensible au charme et aux avances de Marianne, celui-ci reste fidèle à Celio et court lui apporter l'écharpe de sa bien-aimée. Incroyablement heureux, Celio part donc chez Marianne réaliser son désir le plus fou,
Sauf que, quelques instants après son départ, Octave reçoit une lettre de Marianne, lui suppliant de ne pas venir car les spadassins rôdent autour de la maison. Il part donc chercher Celio avant le drame. Mais vous l'aurez compris, il va arriver un peu trop tard. Marianne, pensant parler à Octave, s'adressera à Celio, en lui annonçant le danger de pénétrer dans la maison, mais en précisant qu'elle lui avait envoyé une lettre pour lui annoncer. Celui-ci se sent donc trahi par son meilleur ami, car il a eu l'impression qu'il l'avait volontairement envoyé à la mort pour pouvoir garder Marianne pour lui tout seul. Il décide donc de foncer dans le piège pour y mourir, Octave arrivant trop tard. La pièce se termine entre Octave et Marianne sur la tombe de Celio. Marianne essaiera de persuader Octave de continuer à l'aimer, mais Octave conclura la discussion et la pièce en comparant la puissance de l'amour qu'il éprouve pour elle et celle de l'amour que Celio pouvait éprouver. Par cette phrase mythique, « Je ne vous aime pas, Marianne, c'était Celio qui vous aimait ». Voilà, maintenant vous connaissez les grandes lignes de cette célèbre pièce de Musset. Il ne faut pas oublier que tout l'intérêt de la pièce ne réside pas dans la fable, mais dans la puissance de la poésie de Musset. Octave et Celio incarnent deux facettes de Musset. Le premier, libertin, fêtard et ne sachant pas s'attacher, et l'autre à fleur de peau et étant dans l'impossibilité de profiter de la vie. Ces deux personnages sont aussi tous les deux des facettes de la personnalité de chacun d'entre nous, ce qui facilite notre identification à eux. Marianne, prisonnière des mœurs de son époque, finira donc sa vie avec un homme qu'elle n'aimera jamais, Claudio. Il faut donc remarquer que contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si aujourd'hui elle l'est, cette pièce n'avait pas pour but d'être jouée sur scène. Elle n'avait pas été écrite dans ce but. Étrange, non ? Sur ce, je vous laisse à vos réflexions et n'oubliez pas, tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude.